Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis journaliste et je suis essayiste. Et j'ai passé toute ma vie dans la presse papier et puis un peu plus maintenant, un tout petit peu sur le virtuel. Je suis très content d'être là ce soir parce que, évidemment, quand on a écrit un livre sur l'humanité, se retrouver à parler au Musée de l'Homme, c'est l'aboutissement naturel et prestigieux, incontestablement. Ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que ce palais dans lequel nous sommes, en gros, il a mon âge. Il a été construit à peu près entre 35 et 37. Moi, je suis de 37. Et en face, il y a la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, mon père est né au moment de la construction de la Tour Eiffel. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la dimension temporelle est, à mon avis, à la base de toute réflexion sur l'évolution de l'humanité. Et pour que justement on puisse la prendre en compte, au début d'une discussion comme la nôtre, il faut faire un peu un changement d'ordre de grandeur pour apprécier ce dont on parle. J'ai eu l'occasion d'écrire, j'ai écrit pas mal de livres, mais j'en ai écrit au moins deux, trois sur le temps, l'art du temps, le nouvel art du temps, et un qui s'appelait Trop vite. Le temps est pour moi une obsession constante. Elle nous concerne tous, c'est la matière première de notre vie, mais on n'y réfléchit pas assez. Et comme j'ai eu l'occasion de me préoccuper de la manière de mieux utiliser le temps, maintenant je me préoccupe plutôt de la manière d'essayer de le ralentir. Dans les deux cas, c'est assez vain, parce que le temps, ça s'en moque pas mal. Ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est pas son sujet. Nous sommes les élèves du temps, mais comme le disait un auteur du 19e siècle, le temps est un grand professeur, malheureusement, il tue tous ses élèves. Alors parlons du temps. L'histoire de l'humanité est brève, relativement brève. Il faut commencer par se mettre ça dans l'idée pour apprécier ce qui est en train de se passer, ce qui va peut-être se passer. La Terre, c'est 3-4 milliards d'années. La durée possible de la Terre, d'après les évolutions normales des étoiles, c'est-à-dire du Soleil, c'est peut-être à peu près autant. Donc on serait, voilà, la Terre durera peut-être avant d'être carbonisée 6 milliards d'années. Nous sommes à peu près au milieu. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez le 21e siècle, qui est celui dans lequel nous sommes en ce moment, si vous prenez ça à l'échelle de 6 milliards d'années réduite à 24 heures, c'est un exercice qu'on fait souvent pour se rendre compte où on se situe, ces 6 milliards d'années réduites en 24 heures, notre 21e siècle, c'est un quart de seconde en juin. Donc, nous partons avec cette première notion qu'un siècle, ça n'est rien. Alors évidemment, nous qui vivons rarement un siècle, et nous ne sommes pas destinés à cela, nous trouvons que c'est bien long. Mais c'est une illusion humaine, ça fait partie d'une certaine myopie de l'humanité sur son évolution et son destin. L'humanité en tant que telle, les premiers hominiens, ici ce musée en est plein, je risque de dire des choses qui sont infiniment moins informées que tout ce que vous pouvez lire dans ces différentes salles et regarder dans les visionnages qui sont disponibles et qui sont magnifiques. Mais la durée de l'humanité, les premiers hominiens, est-ce qu'on recule tout le temps la date? Est-ce que c'était 1 million d'années, puis maintenant 2 millions? On a trouvé une mâchoire récemment qui serait peut-être de l'ordre de 6 millions. Au fond, peu importe. Je cite cette phrase de Yuval Harari qui a écrit Sapiens, un ouvrage évidemment que beaucoup d'entre vous ont dû lire ou auraient aimé lire, et qui dit: il y a 6 milliards d'années, une mammifère, un jour, a donné naissance à 2 filles. L'une est l'ancêtre des babouins, des chimpanzés, et l'autre est notre grand-mère.
Donc, à partir de ce déroulement, ce que l'on appelle probablement l'humanité est autour de 100 000 ans. C'est-à-dire quand il y a vraiment des sapiens installés, il reste quelques Néandertals. Les 4 ou 5 autres espèces d'hominiens ont plus ou moins été éliminées, du fait des circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun détail. Mais on se retrouve avec donc un début d'Homo sapiens qui s'installe, qui vont ensuite vers moins 70 000 ans essaimer un peu autour de la planète avec des moyens inimaginable quand on pense que ça représente de franchir les détroits, de passer les mers. Ils étaient déjà très très entreprenants et probablement plus costauds que nous. Et petit à petit se développe cette espèce qui va conquérir le monde. Alors, les étapes importantes sont beaucoup plus proches pour nous en termes pratiques, puisque au fond, ce qui a complètement changé les choses, c'est l'agriculture. C'est-à-dire 10 000 ans. Alors 10 000 ans, tout d'un coup, par rapport à tous les chiffres que je viens de prononcer, c'est tout petit. Il faut avoir à l'esprit que le bronze, c'est 3 500 ans seulement. Et 3 500 ans, c'était déjà les Égyptiens. C'était après Sumer. Et le fer, lui, date de 1000 ans. Donc, on se rend compte que les ordres de grandeur se réduisent et qu'en fait l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons, elle est très récente. Alors c'est quoi l'humanité telle que nous la connaissons? C'est le fait que ces humains qui sont présents sur la planète mais absolument pas encore réunis ni conscients de faire partie d'un ensemble, ces humains ont inventé de manière décisive l'écriture, bien sûr avant le langage, ce qui les a différenciés de tous les autres mammifères, et puis l'écriture. Et alors, à partir de ce moment-là, on passe de la préhistoire à l'histoire, puisque l'histoire, c'est quand on peut la relater, la conserver, l'écrire. Et c'est très court. C'est très court. C'est de l'ordre de 5 000 ans, 5-6 000 ans maximum. Et encore, les hiéroglyphes, il a fallu les décrypter, etc. Donc, on se rend compte que 1000 ans, c'est relativement bref. Et c'est, au fond, nous ne sommes qu'à 2000 ans à peu près de Jésus-Christ. Soit dit en passant, au moment de sa naissance, il y avait à peu près 200 millions d'humains sur cette terre. Et on va avoir à regarder en même temps le déroulement dans le temps et le déroulement en volume. Parce que nous allons nous en rendre compte, la croissance de l'humanité en tant que population est absolument décisive dans l'évolution du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et de celui de nos enfants. Donc, nous avons une évolution de la civilisation petit à petit. Vous connaissez votre histoire, donc je ne vous relate pas les différentes périodes des 2000 dernières années en particulier. Mais cette évolution, elle est technologique, elle est intellectuelle, elle est politique, elle est artistique. Et c'est comme ça que l'on date et que l'on visualise, nous qui sommes du 21e siècle, peut-être pas mal d'entre vous comme moi sont du 20e, c'est comme ça que nous visualisons, nous faisons des imageries sur ce qu'était le passé. Le passé, bien sûr, on est toujours obligé de le reconstituer, surtout quand on n'a pas vécu. Même quand on l'a vécu quelquefois, la mémoire nous trouble un peu et nous donne des images qui n'étaient pas forcément celles que nous avons vues. Donc, l'évolution de l'humanité, d'abord, elle est récemment celle d'une prise de conscience. L'humanité ne s'est jamais pensée comme humanité. Elle existait, mais elle était extraordinairement divisée. J'ai eu l'occasion de faire un voyage dans le delta de l'Amazone et de visiter des îles sur lesquelles il y avait des tribus indigènes qui étaient de quelques centaines, quelquefois même un millier ou deux.
Et ce qui était tout à fait instructif, c'était de voir qu'elles avaient des langues différentes. Dans un espace qui nous paraît minuscule, à une grande proximité, mais il se trouve qu'ils étaient restés isolés les uns des autres. Évidemment, vivre dans un delta, c'est pas tout à fait pareil. Et j'étais en compagnie de missionnaires américains dont le but était d'aller sur place, d'apprendre leur langue, ensuite de traduire en espagnol pour que tous connaissent l'espagnol et qu'ils puissent lire la Bible. Donc, c'était une image qui me rappelle celle que pouvait être la vie chez les humains, très peu nombreux. Hein. Imaginez 200 millions ou même 1 milliard d'individus répartis sur la planète. Ça fait beaucoup d'espace vide et ça fait de petites tribus. Et ces tribus étaient séparées les unes des autres la plupart du temps et en plus de ça, très souvent antagonistes. C'est-à-dire que dans les différents langages, et il y en a eu des milliers et des milliers, ils se désignaient eux-mêmes comme les humains, mais les autres non. Ce qui d'ailleurs s'est maintenu malheureusement longtemps, puisque, on le sait, tous les génocides qui ont eu lieu, et en particulier l'Holocauste, consistaient à réduire les gens que l'on voulait faire mourir à moins que des humains, à des animaux, à des rats, à des vermines. Et c'était un peu une tendance généralisée chez les humains. Il y avait eux qui étaient humains et les autres, le voisin, à 10 km ou à 100 km. À 100 km, on avait rarement l'occasion d'y aller parce que les moyens de transport étaient limités, etc. Donc, on vient de cet incroyable morcellement linguistique, ethnique et de comportement. Et l'histoire de l'humanité, c'est une unification petit à petit, mais encore très récente. J'ai parlé avec mon père et avec d'autres personnes qui avaient fait la guerre de 14 et qui me disaient qu'une grande partie des soldats français ne se comprenaient pas entre eux parce qu'ils parlaient breton, parce qu'ils parlaient occitan et parce qu'ils n'avaient pas la capacité de simplement communiquer entre eux. Et donc, évidemment que la rapidité après avec laquelle la langue s'est unifiée a été évidemment le résultat de technologies qui ont permis de le faire. C'est évident que tous les pays qui ont trouvé une langue commune, la télévision a beaucoup aidé à un moment donné, en particulier pour la modification des accents. Donc c'est seulement récemment que l'humanité sait qu'elle est une humanité et se considère comme un ensemble sans très bien savoir quelle conclusion en tirer et comment on veut le vivre et comment on pourra le vivre. Nous sommes encore en train, dans une humanité qui vous paraît actuellement, au fait des événements qu'on vous relate tous les jours, extrêmement morcelés, voire l'objet de conflits. C'est évidemment encore le cas. Nous sommes encore séparés par la tour de Babel, mais nous avons tous dans la poche maintenant un appareil qui nous permet, même si ce n'est pas totalement opérationnel, mais la technologie existe, qui nous permet de nous entretenir avec un Chinois en parlant français, l'appareil lui parlera chinois et réciproquement. Donc, par exemple, cette malédiction, la fameuse malédiction de la tour de Babel, elle est en train de s'éroder très rapidement. Donc, le premier élément, c'est cet ensemble humain qui devient un seul, qui peut se penser comme un seul, et ça nous permet aussi d'écrire un livre sur l'humanité, ça nous permet aussi de réfléchir au destin commun que nous avons, parce que maintenant nous sommes indissociablement liés les uns aux autres par les technologies, et en même temps tous menacés par les mêmes risques. Donc cette dimension, il faut lui ajouter celle de l'accélération. Quand Louis XIV faisait la guerre, il avait des canons, il les transportait avec des chevaux, et puis les troupes marchaient à pied. Et puis plus tard, Napoléon est arrivé. Et bien Napoléon, il avait des canons, il transportait avec des chevaux, et les troupes marchaient à pied.
Et quand ils voulaient faire une grande manœuvre pour prendre l'ennemi à revers, eh bien, ça faisait beaucoup de kilomètres à parcourir pour les troupes dans des conditions, évidemment, il ne faut pas oublier qu'ils étaient allés en Russie, ils sont tous allés en Russie à pied, et ils en sont revenus d'ailleurs dans des conditions qui font que partis 600 000, ils se retrouvèrent 60 000 au retour. C'était pas facile de se déplacer. Tout ça, évidemment, nous paraît très lointain. En fait, c'est très, très proche. Les conditions matérielles dans lesquelles nous avons vécu, nous les humains, pendant les 10 000 premières années, ont très peu bougé. Entre le moment de l'invention de l'agriculture qui organise et qui permet de baliser et de structurer des régions, puis petit à petit des pays, mais avec des grands morcellements politiques, les technologies n'ont pas beaucoup varié. Que ce soit bien sûr en matière d'art de la guerre, que ce soit en matière agricole, que ce soit en matière médicale et que ce soit en matière de communication. Alors s'il y a eu un grand changement, et c'est celui qui a aussi été la première grande accélération, c'est évidemment au XVe siècle, l'imprimerie. Alors on dit que c'est Gutenberg, en tout cas localement c'était Gutenberg, mais enfin les Chinois avaient déjà pas mal travaillé la question avant, mais nous ne savions pas, puisque à l'époque, les communications n'étaient pas aussi accessibles que celles que nous connaissons à l'évidence. Donc, pendant les 10 000 premières années, pas beaucoup de changements. Pas beaucoup de changements de niveau de vie, pas beaucoup de changements politiques, beaucoup de guerres, mais ça évolue très peu. Et puis tout d'un coup, à la fin du XVIIIe siècle, ça vous le savez tous, mais je le rappelle simplement parce qu'il faut se remettre dans l'atmosphère, à la fin du XVIIIe siècle, on invente l'industrie, on invente les machines, on invente la machine à vapeur, on va inventer bientôt évidemment le moteur à explosion. Et alors, à ce moment-là, il se produit une poussée de transformation absolument vertigineuse. En 200 ans, tout change dans le mode de vie. Et on le voit, quand on passe, au fond, la machine à vapeur avec ce qu'elle a permis de faire avec les chemins de fer, elle a occupé une bonne partie du 19e siècle. Vers la fin du 19e siècle, on a inventé les communications à distance, tout simplement, avec le Morse, avec bientôt le téléphone d'Edison, etc. Mais avant, je pensais par exemple, j'avais lu récemment qu'un compositeur que j'aime beaucoup, Antonin Dvorak, tchèque, qui a écrit la Symphonie du Nouveau Monde que vous avez déjà entendue, avait été invité vers la fin de sa carrière à New York pour, je crois, diriger l'orchestre de New York. Et qu'il y avait donc rencontré les États-Unis et qui lui avait donné cette inspiration musicale qui a fait la Symphonie du Nouveau Monde et d'autres. Alors je me disais, mais pour qu'il soit invité, il fallait que quelqu'un ait écrit une lettre à New York, l'ait mise sur un bateau à voile, qui allait vers l'Europe, qui ensuite allait jusqu'à Prague avec des moyens hippomobiles, et réciproquement qu'ils répondent et qu'ils disent oui, je suis d'accord, etc. Et que s'ils avaient des questions à poser, il fallait probablement qu'ils attendent 2 mois et demi avant d'avoir la réponse. C'était il y a 150 ans. Mon grand-père est né sous Louis-Philippe. Alors moi, ça me donne l'impression que c'était hier. Et il se trouve que mon grand-père et mon père a 50 ans et que moi, mon père m'a eu à 50 ans. Alors ça rallonge les générations d'un seul coup. Mais je le vis, grâce à cela, d'une certaine manière, je vis le temps différemment. Je suis un peu plus du 19e siècle que certains d'entre vous, parce que je peux me dire, eh bien tout cela est arrivé à l'échelle d'une ou deux vies d'hommes, ça n'est pas grand-chose. Et puis l'accélération devient considérable. On invente le moteur à explosion, on invente les armes modernes, et à ce moment-là, une série de catastrophes gigantesques et de progrès stupéfiants se produisent. Ensuite, on généralise l'électricité, tout ça va de plus en plus vite. Et puis, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
les technologies sont devenues ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc la courbe de progression et de rapidité avec laquelle ça se fait est devenue telle, et ça c'est très important de l'avoir à l'esprit, telle que nous ne sommes, aucun d'entre nous, et peut-être aucun de ceux qui sont actuellement sur la planète, n'est en mesure d'en appréhender les conséquences. Nous sommes en permanence débordés par cette vertigineuse accélération et par l'ampleur des transformations qui sont accompagnées sur le plan technologique et scientifique. Et de ce fait, curieusement, alors que l'information est infiniment plus disponible et massivement plus disponible, l'humanité, par rapport à son évolution et à son destin, avance à tâtons. Alors ce titre, Apothéose ou Apocalypse, pourquoi ? Parce que, d'abord je le crois. Je crois que, et je ne suis évidemment pas le seul à le dire, mais disons que je me suis penché sur la question avec une immense curiosité et en prenant conscience que l'humanité était à une charnière absolument évidente. Pour la première fois dans l'histoire, d'abord nous avons eu 70 ans de paix. C'est inouï de penser que c'est à peu près la première fois dans l'histoire, à l'échelle mondiale. C'est pas beaucoup, 70 ans. Mais en même temps, c'est considérable par rapport au tempo où les gens s'attendaient toujours à ce qu'il y ait une prochaine guerre. Vous vous souvenez de la chanson de Brel, elle attendait mon père, il attendait la guerre. Et on voudrait qu'ils étaient gais comme le canal, et on voudrait que je sois sérieux. Nous avons maintenant cette conscience du fait que la novation, la transformation, elle est quotidienne, elle est permanente. Nous ne sommes pas en mesure de la connaître, mais elle est en train de tout bouleverser. Donc, c'est un monde qui remue. Et ce monde peut remuer dans les deux sens. Il y a toutes les possibilités qu'il soit vraiment le début de cette apothéose de l'humanité. En quoi consisterait l'apothéose de l'humanité ? Une question que chacun d'entre nous peut se poser. Moi, j'ai tendance à répondre en disant c'est très simple. C'est paix et bien-être. Bien-être comportant la santé, comportant une certaine civilité dans les rapports et comportant la possibilité d'assouvir à la fois ses besoins et ses curiosités. C'est tout simplement ce que les communistes appelaient dans leur mythe au départ, à chacun selon ses besoins. Et ça, bien sûr, c'est absolument pas exclu. Ça pose des tas de problèmes, mais ça ne paraît plus totalement utopique de l'imaginer. Ça serait l'apothéose de l'humanité. Alors on peut y rajouter, selon les goûts personnels et les envies, on peut y rajouter bien sûr une sorte de rédemption générale, d'accès à une plus grande spiritualité. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se dérouler, mais dans un siècle, dans 2 siècles, peu importe, c'est très bientôt. Notons en passant qu'il est très difficile pour chacun d'entre nous de réfléchir à 100 ans. Les médias, nos propres connaissances nous font réfléchir assez bien à 5 ans, 10 ans. On nous dit 2050, ça paraît un peu loin, mais 2100. Qui se risquerait à faire des pronostics sur quelque chose d'aussi proche que 2100 ? Il y a des enfants qui vont passer 2100. Donc, cette sensation, au fond, que nous avançons à toute vitesse sur une route obscure pour laquelle nous n'avons pas les phares qui éclairent, est une de mes vraiment sources de préoccupation, sans pour autant considérer que ça va forcément dans le fossé. Mais ça peut aller dans le fossé parce que l'autre aspect de notre inventivité, des progrès extraordinaires de la science, est bien sûr mis au service de technologies qui peuvent être extrêmement dommageables, soit parce qu'elles sont directement létales, comme l'armement nucléaire,
ou bien la propagation possible de virus qui ont une capacité d'annihilation d'une grande partie de la population, soit parce que nos comportements, et ça évidemment vous avez tous à l'esprit le réchauffement climatique, nos comportements font que la planète risque de devenir un endroit beaucoup plus difficile à habiter, ou en tout cas pas du tout dans des conditions de bien-être auxquelles on pourrait aspirer. Aujourd'hui, vous avez tous ça à l'esprit. Je ne vous révèle rien. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de savoir dans quel sens ça va tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait de son mieux pour que ça tombe dans le bon sens. J'imagine que c'est l'objectif de chacun d'entre vous, pour soi et pour ses enfants. Donc nous sommes devant ce dilemme et ce carrefour qui est passionnant, mais au moins, même si nous sommes incapables de savoir dans quelle direction finalement ça ira, au moins sommes-nous en mesure de mieux connaître les éléments qui composent la situation dans laquelle nous sommes, d'y réfléchir ensemble et d'en parler. Alors, je vais m'arrêter là en ce qui concerne le côté conférence, parce que moi, je n'adore pas les conférences, quelquefois c'est un petit peu lassant. Je vais vous proposer plutôt ce que j'appellerais un échange qui peut être presque considéré comme ludique. Alors, vous avez devant vous des thèmes de discussion ou des thèmes d'information. Évidemment, c'est un peu ce que j'ai retenu dans mon livre. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous me disiez, vous, ce qui vous intéresserait, vous. Au hasard. Vous prenez la parole, vous me dites, moi je voudrais que vous me parliez de ça, madame. Pardon? Trop d'humains. Ah, je suis ravi que vous ayez commencé par là, parce qu'en fait, il faut commencer par là. J'ai interrogé un certain nombre de bons esprits et de grands penseurs en faisant ce livre, et un d'entre eux qui, par ailleurs, un être tout à fait agréable et d'une grande humanité, est Eric Orsena. Et quand nous avons commencé la discussion, il m'a dit d'abord et avant tout, la catastrophe, c'est trop d'humains. Parce que dans l'accélération que j'ai mentionnée tout à l'heure, il y a bien sûr celle de la technologie et de la science, elle est évidente, mais malheureusement, je dirais, parce que ça c'était pas prévu comme ça s'est produit complètement à l'insu de tout le monde, et comme d'habitude, les grands événements et les grands changements se produisent très souvent de manière complètement imprévisible, nous nous sommes mis à nous reproduire. Quand je suis né, il y avait 2 milliards d'individus. Quand mon père est né, à la fin du 19e siècle, il y en avait 1,2 milliard. Donc, ça avait progressé, mais doucement. Et puis, depuis que je suis, moi, sur cette planète, parmi les humains, nous sommes passés de 2 milliards à 7 milliards et demi. Et à soi tout seul, ça a tout bouleversé. Si nous avons des problèmes climatiques, si nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de logement, nous avons des problèmes de santé dans les pays qui ne sont pas encore bien équipés, tout ça est dû au fait que nous sommes trop nombreux. Alors souvenez-vous que Malthus nous avait fait des prédictions terribles vers 1820 en disant « Nous serons un jour 1 milliard et ça sera impossible de nourrir tout ce monde-là. » Bon. Et d'ailleurs, curieusement, aujourd'hui, quand on regarde les problèmes qui affectent la planète, l'alimentation et la nourriture n'est pas celui qui a lieu de nous préoccuper le plus. On a des techniques pour ça et il y a toutes les chances qu'on arrive à nourrir tout le monde. Bien ou mal, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça, c'était un faux problème à l'échelle de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes infiniment nombreux et le seul moyen de lutter contre cet accroissement incontrôlable de la population, incontrôlable, ça veut dire que ça nous déborde en permanence et que si
vous pouvez l'imaginer pour prendre un exemple très concret, très proche de nous, vous avez autour du bassin méditerranéen une Europe de l'ordre de 500 millions d'individus et qui va plutôt diminuer en nombre. Et vous avez de l'autre côté une Afrique qui a dépassé le milliard, qui sera vers 2050 à 2 milliards et a toutes les chances d'être à la fin de ce siècle à 3 milliards. 3 milliards d'un côté, 500 millions de l'autre. 3 milliards qui ne sont pas encore dans les conditions économiques optimales, c'est le moins qu'on puisse dire. 500 millions qui sont assis sur des tas d'or parce que ce sont les privilégiés de la planète, les Européens. Pas étonnant qu'il y ait des problèmes de migration et qu'ils ne soient pas à la veille de s'arranger. Et ça ne sera pas seulement parce qu'il y a des guerres au Moyen-Orient. Donc, à soi tout seul, ce décalage, cette disproportion des nombres, face à face, illustre les problèmes dans lesquels nous allons nous trouver qui sont dus simplement au fait qu'il y a trop d'humains. Mais en même temps, chaque humain est une vie à respecter absolument. Donc, on va vivre avec ça, mais disons que notre chemin, nous allons le faire avec un énorme sac démographique sur le dos. Et c'est déjà le cas, et nous sommes seulement au début des conséquences que ça va avoir sur la vie de chacun d'entre nous. Autre pointage. Oui ? Déficit de sens. Ah, on est à l'autre bout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très rapidement au cours des 2000 dernières années ? Je prends ça parce qu'on a l'habitude de faire commencer notre histoire perceptible à l'an zéro, qui serait celui de la naissance du Christ, même si, en fait, je crois que le Christ, il est né à 4 ou 5 ans près, à peu près, dans ces moments-là. Pour nous, ce qu'on appelle, ce que les philosophes appellent les architectures de sens, celle sous laquelle nous avons vécu, je parle de notre partie de la planète, était évidemment celle qui est née du judéo-christianisme qui a occupé la plus grande partie de ces 20 derniers siècles. L'avantage, c'est que d'une théocratie, parce qu'en fait nous avons vécu en théocratie, le roi, il ne faut pas oublier, les rois étaient simplement sacrés parce qu'ils détenaient leur pouvoir de Dieu. Donc en fait, le pape était supérieur au roi. Ça n'a pas toujours été accepté par les 10 rois. Il y a eu quelques guerres autour de ça. Mais sur le plan, disons, idéologique, sur le plan de l'inspiration, sur le plan du sens, on vous disait, le sens, il est là. Il est là, c'est évident, nous savons, vous avez tout dans la Bible, vous avez tout dans le Coran, il y a juste à regarder. Et puis ça s'est érodé. Et puis c'est devenu de moins en moins évident parce que la science est venue avec des concepts nouveaux, des preuves nouvelles, d'une façon de regarder le monde différemment, et comme Darwin, etc. Et donc finalement, notre capital de tranquillité au niveau du sens est devenu minuscule et maintenant il n'est plus disponible. Alors, si vous avez la chance d'avoir la foi, moi je pense que ceux qui ont la foi, c'est pas mon cas, ont de la chance parce qu'au moins ils ont une vérité dans leur existence. Mais si vous n'avez pas la foi et que vous voyez tout ce qui se passe et tout ce qui se présente, comment s'y retrouver ? Ensuite, nous sommes plus conscients que jamais, chacun d'entre nous, de la brièveté de nos vies. Et c'est une notion d'ailleurs qui, à titre individuel, a tendance à s'accentuer avec sa propre évolution et son propre vieillissement. Et quand on est confronté au fait que nous existons, mais bientôt nous n'existerons plus, le problème du sens naît. On répondait à l'effroi de devoir mourir par une religion et des promesses sur l'au-delà. L'au-delà n'est plus très bien disponible dans le monde où nous sommes. Sauf bien sûr, malheureusement pour pas mal de fanatisme, et puis quelques croyants profonds qui ont cette chance et qui le vivent de manière paisible. Mais c'est une très grande minorité. Donc, déficit de sens, nous sommes extraordinairement dotés de confort,
nous sommes dans des situations d'amélioration qui font que nos propres vies se sont allongées. La situation de chaque humain est infiniment plus confortable, moins périlleuse qu'avant. Nous sommes dans une période où la violence a diminué de manière drastique. Les gens ont du mal à le croire parce que tous les jours on leur raconte dans les médias qu'un tel ou un tel a été tué. Mais regardez, vous avez aujourd'hui une information parmi d'autres. Un malheureux enfant juif de 8 ans a été passé à tabac dans une banlieue parisienne. Ça fait un gros titre. Ça fait un item à la télévision. C'est formidable. Je ne dis pas que c'est formidable que ça lui soit arrivé, c'est horrible. Mais que ça soit en soi une information importante montre que par ailleurs, il ne s'est rien passé de tragique. Alors qu'il y a 200 ans, 300 ans, si vous deviez traverser une forêt d'Île-de-France, il valait mieux être accompagné par des gens armés. Donc, nous nous retrouvons dans une situation matérielle et disons sociale infiniment améliorée, mais nous avons perdu en passant le sens. Et ça, c'est une des grandes questions, évidemment, sur lesquelles la technologie n'a aucune réponse. Et avec cette constatation, si vous voulez, qui est un des items que l'on peut retrouver aussi, ce qui, moi, m'a frappé en étudiant l'évolution et les questionnements de l'humanité d'aujourd'hui, c'est que vous avez d'un côté des progrès scientifiques vertigineux et que, en même temps, je dirais, le capital de sagesse et de philosophie a très peu bougé. Et donc, nous nous retrouvons devant ce déséquilibre, et c'est un déséquilibre important, c'est que nous n'avons pas les principes ou la morale qui permet de manier les moyens techniques dont nous disposons et de les mener à bien. Un des grands risques, quand on voit au cours de l'été s'agiter 2 leaders dans lesquels on a le sentiment qu'on peut spontanément leur faire totalement confiance, Kim Il-hoon et Donald Trump, et que chacun parle du bouton nucléaire qu'il a sous la main, ça rassure pas. Et ça, c'est le gap entre disons, les moyens techniques et le bon sens, la sagesse, disons, tout simplement l'humanisme, qui est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, mais qui a son lieu d'être dans nos discussions. Autre question ? Madame ? Oui, pardon, vous avez dit ? Ah, alors j'ai une question sur l'humanisme et une question sur virtualiser. L'un mènera à l'autre. L'humanisme, on a commencé à en parler à la Renaissance. Et pourquoi est-ce qu'on en a parlé ? Parce qu'on a commencé à la Renaissance à se donner le droit, en tant qu'humain, de penser le monde, de penser le destin de l'individu un peu différemment de ce qui était écrit dans les textes sacrés et dans ceux auxquels on était prié de croire. Et c'est venu du fait aussi que la science a commencé à faire des progrès tout à fait significatifs et que donc les humains se sont rendus compte que par leurs réflexions, par leurs expérimentations, ils pouvaient modifier la configuration du monde qu'on leur avait imposée dès leur jeunesse, dès qu'ils savaient lire, et même quand ils ne savaient pas lire, parce que peu de gens savaient lire à l'époque. Et ils ont commencé par dire la Terre est ronde et puis elle est un satellite du Soleil. Ça a fait des histoires. On a brûlé des gens parce qu'ils avaient dit ça. C'était une vérité d'évidence. Mais à partir du moment où on a compris que c'était pour beaucoup une vérité d'évidence, on n'a plus totalement pu faire confiance dans la vérité religieuse. Les humains avaient trouvé quelque chose qui s'opposait à ce qui est en fait la plupart du temps une légende avec laquelle on avait pu garder, disons, les peuples dans une très grande cohérence parce qu'ils n'osaient pas sortir des chemins tracés ainsi. L'humanisme est né de la capacité des humains de dire nous sommes capables de penser par nous-mêmes, nous sommes capables peut-être de modeler notre destin.
Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, et déjà au XXe siècle, avec l'évolution des philosophies entre-temps, l'humanisme, c'est une vision qui essaye de conserver à l'humain une place prééminente. L'humanisme, c'est ce qui, tout simplement, à la base de la morale. Et qu'est-ce qui est la base de la morale? C'est cette notion, elle est toute simple, hein, la morale que nous essayons tous, je pense, de pratiquer, et ça n'est pas le cas partout sur la planète, et qui est tout simplement de dire, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Tout est là. Tout est là. Vous pouvez ensuite développer et écrire des volumes entiers, mais le fond de cela, c'est ça. Nous avions une conversation il y a 2 jours justement avec un humaniste patenté qui est Axel Kahn, et lui il appelle ça la réciprocité. Il faut que dans tout rapport humain, on respecte la réciprocité. Si on fait à l'autre ce qu'on lui interdit de faire à nous-mêmes, eh bien on tombe très vite dans la dictature, on tombe très vite dans la contrainte et l'esclavage. Donc l'humanisme, c'est ça, c'est le respect de l'humain. Or, aujourd'hui, pour des raisons différentes de celles des périodes théocratiques, je dirais, nous sommes entrés dans une période de scientocratie. Et cette science, elle nous dit, l'humanisme c'est très sympa, mais c'est un peu démodé. On ne peut pas réduire le gouvernail de l'humanité simplement à des principes qui respectent l'humain dans son intégrité, parce que la science nous permet de faire des choses infiniment plus fortes, et y compris, et c'est ça qui est nouveau, de modifier l'humain. On a modifié ce que nous avons fait en tant que population sur l'histoire. Nous avons fait des choses absolument inouïes. Nous avons totalement transformé l'environnement dans lequel nous étions. Nous avons inventé d'une manière stupéfiante. Mais ça s'arrêtait au fait que tout ce qu'on pouvait faire pour l'humain, c'était d'essayer de le garder en meilleure santé. La médecine a fait des progrès énormes. On garde les humains en meilleure santé. Ils vivent plus longtemps. Mais il y a des limites. Avec l'évolution, pour le moment, personne n'envisage que nous puissions vivre 150 ans. Nous ne pouvons pas conserver toutes nos facultés de jeunesse au-delà d'un certain nombre d'années qui varient pour chacun. Et là, il arrive maintenant un moment où la science nous dit on va changer ça. Vous croyez que vous avez 160 de QI et que c'est exceptionnel, parce que la moyenne c'est plutôt 100, mais demain vous aurez 250. Ou vos enfants auront 250, parce qu'on va les modifier. On pourra les modifier. C'est le transhumanisme, c'est ce qui fait penser que l'humanisme, eh bien, ça correspondait à une période sympathique de l'histoire, auquel on n'a rien à reprocher, mais qui traîne un petit peu par rapport aux possibilités techniques. Or, qu'est-ce que ces possibilités techniques nous amèneraient à faire ? Et c'est déjà pratiquement en train de se préparer, c'est que si on nous dit vos enfants pourront, et les techniques existent pour cela, avoir un QI de 50% supérieur au vôtre, si vous posez la question, il y a des sondages qui sont faits à cet égard dans différents pays du monde, est-ce que vous êtes tenté par ça ? En France, dans les pays européens, c'est oui, 30%, 35%, ouais, pas mal, oui. En Chine, c'est 70-80%. Et les Chinois en auront les moyens. Donc, déjà, l'appréciation de la valeur morale de telle transformation diffère au départ. Imaginez que demain, il y ait 15% des Chinois qui aient un QI de 250. Ils ont déjà un QI relativement élevé par rapport à celui du reste de la planète. Mais qu'est-ce que ça change ? Tout. Ça veut dire que vous créez 2 catégories d'humains. Et à partir du moment où vous créez 2 catégories d'humains, ceux d'en haut, ceux d'en bas, vous recréez ce qui existait à l'époque de la noblesse et du tiers-état, sauf que là, c'était complètement arbitraire, et là, ça serait réel, parce que ça correspondrait à des vrais changements, et ça ne serait pas les mêmes humains. Que reste-t-il de l'humanisme au moment où on a plusieurs catégories d'humains de manière irréversible parce que génétique ? Voilà. Je ne répondrai pas à cette question parce qu'elle est immense et que chacun peut avoir sa réponse, mais il est important de l'évoquer. C'est ça qui fait que l'humanisme aujourd'hui, c'est de tracer
les barrières éthiques et morales avec réalisme, parce qu'il ne suffit pas de le faire seul dans son coin parce que ça ne changera rien aux autres, mais comment peut-on parvenir à ce que ça devienne une préoccupation partagée pour l'ensemble de l'humanité. 7,5 milliards de gens, 200 pays, et avec des différences considérables l'un à l'autre. Alors, virtualisation. Nous avons maintenant des merveilleux instruments électroniques et numériques qui font que de plus en plus, nous avons dans la tête des images qui n'ont plus besoin de correspondre à une réalité, mais qui sont inventées par les humains ou qui sont projetées, fantasmées, de manière à créer un monde qui est attirant, mais qui est artificiel. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça date des frères Lumière, au début du XXe siècle. Dès qu'on s'est mis à avoir des images sur un écran, ça voulait dire que entre le moment où l'image a été captée et celle où on la regarde, il peut s'écouler beaucoup de temps. Ça veut dire que on peut truquer ces images, et c'est ce qu'a fait Méliès avec le voyage sur la Lune, etc. Et donc ça veut dire que nous manipulons ce qui est dans nos têtes par le virtuel. Ensuite, nous avons, grâce au virtuel, qui est formidable, la possibilité de communiquer de manière radicalement différente par rapport à nos parents, par rapport même au début de notre existence pour les plus anciens d'entre nous. J'ai des filles qui habitent les États-Unis, dont une à Californie, et c'est avec le décalage horaire pas toujours facile de se parler. Et pendant très longtemps, nous étions un peu frustrés parce que tout ce qu'on pouvait faire, c'était se téléphoner. Depuis qu'il y a les écrans, depuis qu'on peut communiquer sur écran, on voit grandir ces enfants. Alors qu'avant, ils étaient absents pendant des mois et des mois. C'est rien, mais c'est du virtuel. C'est pas vrai. Ce que je vois sur l'image, c'est une image. Alors, bien sûr, je sais que derrière, à 12 000 kilomètres, j'ai une vraie personne qui se trouve être ma fille. Mais il faut prendre conscience donc que nous sommes dans un monde différent à cet égard, parce que ce qui occupera de plus en plus notre imagerie mentale, notre réflexion ou nos impressions même émotives sera fait avec des éléments non réels mais virtuels. Et que donc la barrière entre le vécu et le perçu pouvant être à partir simplement d'éléments purement technologiques, transforme la vision du monde. Et donc petit à petit, nous sommes de plus en plus éloignés du réel. En plus, dans des villes où nous sommes éloignés de la nature, dans des... vous le voyez bien avec les jeunes qui sont de plus en plus axés sur leur petit écran qui leur permet de faire infiniment de choses, mais se distraire aussi, mais d'être dans leur bulle à elles, si elles le veulent. Le fait que les jeux vidéo, qui sont également extraordinairement saisissants dans leur réalisme et mais en même temps dans leur capacité à faire que les individus que nous voyons peuvent sauter comme jamais un humain sautera, peuvent exploser 3 fois et revenir, et au fond, petit à petit, former une impression que le monde dans lequel nous sommes, tout est possible, alors qu'en réalité, rien n'est davantage possible qu'avant. Donc voilà, nous sommes en voie de virtualisation. Ça permet de vivre dans une sorte de rêve. Il y a quelque chose d'onirique dans cette capacité d'avoir un monde à inventer, que des gens inventent pour nous. Et quand on va voir un nouveau film, eh bien, on se met tout simplement dans l'atmosphère de rentrer dans leur vie, dans la vie qu'ils nous proposent. Mais ça n'est plus le réel. Donc, il faut admettre peut-être qu'une partie de la partie de nous qui se virtualise, c'est le nouveau réel. Autre question. Oui ? Les femmes au pouvoir. Et vous ? Fin de la démocratie. Fin de la démocratie. On va commencer par les femmes parce que c'est elles qui vont transformer la situation politique, c'est sûr. Alors, c'est un sujet évidemment
émergent depuis pas mal de temps, maintenant central, la transformation de la situation des femmes. Aujourd'hui, on en parle pour des raisons d'actualité sur un aspect particulier autour de harcèlement, de prédation, mais enfin, c'est beaucoup plus vaste que ça. Parmi les très grandes transformations de l'humanité, c'est-à-dire la rapidité technologique et en même temps l'explosion de la démographie, nous avons, là aussi, sans que ce soit présenté de manière structurée, mais petit à petit, le côté subalterne de la situation des femmes qui n'a plus été accepté. Et ça a commencé avec la politique, curieusement, alors qu'en fait c'est dans le foyer et dans la vie courante qu'il est le plus important de modifier les situations. Mais ça a commencé avec la politique, chez les Anglais, avec les suffragettes à la fin du 19e siècle. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais petit à petit, les femmes ont pu prendre la parole. Et pourquoi ont-elles pu prendre la parole alors qu'elles l'avaient si peu dans le monde intérieur et dans toutes les civilisations, pratiquement, sauf quelques poches de matriarcat que l'on a signalées dans certaines zones à d'autres époques. Mais dans l'ensemble, presque partout, le patriarcat dominait et les femmes étaient en position subalterne. Seulement voilà, la République, c'est pour ça que ça a commencé avec la politique, la République, la démocratie, la modernité, qui sont nées avec cette notion d'envie de liberté du 19e siècle, a fait qu'on a fini par les mettre à l'école. Et à partir du moment où les femmes vont à l'école, alors tout change. Tout change. En Afrique, par exemple, les filles qui ne sont pas éduquées ont en moyenne 6 enfants, 6-7 enfants. Celles qui vont jusqu'à, disons, font un peu le secondaire, leurs études secondaires, ça tombe à 3,5. Et quand dans des pays musulmans comme l'Iran, on les envoie indifféremment, et ça c'est un des mérites des sunnites, des chiites, probablement par rapport aux sunnites, on les envoie indifféremment à l'école et à l'université comme les hommes, le taux de reproduction tombe à 1,6. Rien que ça. Autrement dit, le principal contraceptif de l'humanité, c'est l'éducation des femmes, partout. Mais pas seulement ça, parce qu'à partir du moment où on leur a donné accès aux études, partout, elles se révèlent plutôt un peu meilleures que les hommes. Et c'est en train de transformer notre société, alors là, de manière fulgurante, avec effectivement, de temps en temps, des espèces de petites commotions médiatiques autour d'actualités qui montrent que des femmes continuent à être considérées par des hommes comme des proies, alors qu'elles en savent plus qu'eux, probablement. Que aussi on a cette inégalité absolument insupportable, mais qui n'en est pas moins réelle, du mode de traitement des femmes dans différents pays du monde. Mais bien sûr, on nous dira, et on aura raison de nous le rappeler, que c'est absolument insupportable que les talibans qui vont peut-être prendre le contrôle de l'Afghanistan une nouvelle fois auront comme premier objectif d'empêcher les filles d'aller à l'école, tout court. Mais ça, soyons réalistes, c'est marginal. Dans l'ensemble de la planète, j'ai dans mon livre appelé ça le siècle des femmes, les femmes sont en train de prendre les postes. Ça ne se passe pas toujours facilement. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 70, je suis allé aux États-Unis et s'est lancé à ce moment-là aux États-Unis le premier magazine féministe. Parce que c'était le début du féminisme, et il s'appelait Ms. Ms, c'était un intermédiaire entre Mrs. et Miss. Alors, ça voulait dire que peu importe que vous soyez marié ou pas marié, on vous appelle Ms parce que c'est le titre commun. Enfin. Et je connaissais les journalistes, c'était des femmes remarquables qui le faisaient. Et quand ils essayaient d'avoir la publicité, comme tous les magazines, pour essayer de survivre, c'était difficile parce que c'est pas un magazine féminin avec uniquement des produits de beauté et des produits de mode. C'était aussi des articles sur les femmes, c'était moins glamour.
c'était plus important pour faire évoluer la société. Et les représentants, les vendeuses de pub de ce magazine, quand elles allaient attendre dans la salle d'attente des entreprises pour leur proposer la publicité, il leur arrivait quelquefois que leurs collègues masculins viennent et leur crachent à la figure. Parce que c'était insupportable de penser qu'elles allaient pouvoir, elles avaient l'ambition de créer un support tourné vers les femmes, régi par les femmes, et c'était pas grand-chose pourtant en volume. Donc, on vient de ça. Et ça, maintenant, on en est très, très loin. On en est très, très loin, et c'est quand même si c'est symbolique, le fait qu'en France, dans le dernier quinquennat, et maintenant dans celui-là, il y ait une parité absolue au niveau des ministres, ça ne change pas grand-chose à la situation de la plupart des femmes, mais c'est typique des nouveautés qui sont en train de s'instaurer et qui feront qu'on ne pourra plus jamais faire comme avant. Prenez l'exemple. Actuellement, vous allez avoir, je suis journaliste, l'actualité est quelquefois plus nourrissante, vous allez avoir bientôt une élection à la tête du Parti socialiste. Alors, je ne sais pas ce qui reste vraiment du Parti socialiste, mais enfin, il se cherche un chef. Et il y a des élections qui sont prévues en mars. On vient de nous dire qu'il y a 4 candidats. Ce sont 4 hommes. Quand j'ai su ça, et probablement la plupart d'entre vous, j'ai eu un sentiment de régression. Donc, l'évolution des mentalités s'est faite grâce à beaucoup de symboles d'une manière qui change tout. Si on ajoute à ça que les femmes sont effectivement plus diplômées et que maintenant, petit à petit, en Chine, 40% des nouvelles entreprises sont créées par des femmes. C'est quand même inimaginable dans un pays où il y avait épouse et concubine, il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est une période révolutionnaire, tranquille, quotidienne, fondamentale et irréversible. Et je suis très content parce que j'ai 3 filles. Donc, rappelez-moi votre... La fin de la démocratie. La fin de la démocratie. Alors, j'ai écrit ça ? Démocratie zigzag. Zigzag, oui, pas tout à fait la fin. Alors, les bonnes nouvelles sont que, quand même, au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, le nombre de pays en démocratie a énormément augmenté. Comme certains d'entre vous, non seulement, moi je suis né, il y avait Mussolini, Hitler, Franco, qui étaient au pouvoir, mais je ne savais pas encore que c'était pas sympa, mais j'ai failli y passer parce que j'étais juif. Enfin bon, passons. Et puis petit à petit, les démocraties sont arrivées, encore une fois dans la vieille Europe. Et puis nous avons vécu une période historique relativement courte, mais elle nous a semblé un peu longue, 70 ans de communisme avec un glacis antidémocratique qui s'était installé sur une grande partie de notre continent. Et puis il y a eu évidemment l'ensemble de la Chine qui s'est mise et qui est encore nominalement sous du communisme. Enfin bref. Il a fallu pas mal de temps pour petit à petit, pays après pays, que la situation s'améliore. Alors, est-ce que ça va continuer ? On est dans une période difficile à cet égard et il y a un peu de régression. On a inventé le terme pour cela qui est démocrature. La démocrature, c'est le mélange entre la démocratie et la dictature. Comment fait-on le mélange ? Les humains sont très inventifs, ils ont trouvé. Ils font des élections. Il y a toujours des élections. Mais on dit par exemple qu'en Iran, un tel et un tel qui sont dans l'opposition ne pourront pas se présenter. On est en train de faire la même chose en Russie. Donc, ça sera des élections. Mais comme on choisit les candidats à l'avance, le jeu est pipé. Et ça, c'est tout à fait possible. On dit vous avez la liberté d'expression, mais on va interdire et confisquer tel et tel et tel média, comme en Turquie en ce moment. Tout ça, ce sont des régressions très grandes. Et donc, on n'est pas à l'abri de spasmes antidémocratiques parce que, au fond, ça n'est plus l'amour de la démocratie qui fait
agir les pays, enfin ceux qui seraient en mesure de changer les choses, mais plutôt le commerce. Alors prenons un exemple, les États-Unis. Les États-Unis ont joué comme rôle pendant très longtemps de défendre les principes de liberté et de démocratie et de les porter le plus loin possible dans le monde, avec quelquefois d'ailleurs des déconvenues considérables parce qu'ils se sont heurtés à des résistances locales, faut pas, et dans des pays dans lesquels ils avaient en principe des moyens matériels et militaires supérieurs, mais ça n'a pas marché, par exemple au Vietnam. Bon, mais bref, les États-Unis eux-mêmes aujourd'hui n'ont plus cette mission. Ils y ont renoncé. Et ce n'est pas seulement Trump, c'était déjà dans un certain attentisme de la part d'Obama qui n'osait plus intervenir et qui a fait qu'en Syrie, alors qu'il avait dit il y a une ligne rouge, si vous utilisez les gaz, nous interviendrons, ils ont utilisé les gaz, la ligne rouge n'a pas été franchie. Ce sont des petites régressions qui montrent qu'on n'est plus en mesure de mettre des troupes et beaucoup d'argent simplement pour défendre les principes démocratiques. Or, il faut quelquefois être aidé par des plus puissants que vous pour arriver à changer, à transformer une situation qui est oppressante pour les populations. En revanche, la priorité est passée du fait de la mondialisation et de la domination de la finance comme force principale de transformation du monde. Et bien maintenant, c'est le commerce qui fait qu'on doit rester en bon terme avec les gens qui sont susceptibles de vous acheter des produits, qui soient démocratiques ou qui soient égyptiens. Ou qui soient communistes, pour ce qu'il en reste. Donc, c'est une préoccupation, c'est pas gagné. Mais, comme je suis plutôt optimiste, j'ai tendance à penser que ça va pas durer. Que petit à petit, chaque génération qui est éduquée, qui va jusqu'au bout de ses études, qui a de nouvelles qui sont formés à la connaissance de l'histoire et à la connaissance des principes, fait qu'ils agiront, mais ça je peux me tromper, mais j'espère ne pas me tromper, mais en tout cas moi je vis avec cette conviction que plus on éduquera les gens dans tous les pays, y compris même ceux aujourd'hui qui sont encore en démocrature, plus il y a de chances que ça se desserre. Si on prend l'exemple de la Chine, par exemple, il y a un double mouvement. Vous avez un mouvement de resserrement politique global avec Xi Jinping qui veut plus de silence et de discipline dans les rangs, mais vous avez en même temps une formation, parce que c'est indispensable dans un pays qui doit être économiquement le plus libre possible, vous avez une formation d'une espèce d'état de droit qui fait que les droits de propriété, les conflits entre les individus sont gérés d'une manière qui ressemble de plus en plus à ce qui se passe dans les pays occidentaux. Il y a des avocats, il y a des défenseurs. Ce n'est pas l'arbitraire total. Ça l'est sur le plan de la direction du pays, mais le reste petit à petit évolue. Voilà. Donc ça, c'est une espèce de comment dirais-je, moisissure, c'est pas ça, de fermentation démocratique dont les résultats ne sont pas faciles à imaginer précisément, mais j'ai confiance dans le fait que ça ne peut que progresser. Le temps passe. Prenons encore une ou deux questions. Alors, une égalité en cascade, je serai bref, on en parle tous les jours. On vient d'en parler à propos de Davos à nouveau. En 1980, les grands PDG américains étaient payés 39 fois plus cher que les ouvriers de base. Aujourd'hui, c'est 1500 fois plus cher. Et ça, c'est la tendance que l'on observe non seulement aux États-Unis, mais en Chine encore beaucoup plus, dans la plupart des pays justement en émergence et en développement. Et ça commence par des inégalités. Ce sont des inégalités financières, mais ce n'est pas seulement celles-là. Parce que derrière ça, vous avez l'inégalité d'éducation. Élever des enfants de manière correcte aux États-Unis, c'est une fortune. Dans la plupart des pays, c'est extrêmement onéreux. Moins en France, mais c'est quand même cher. Beaucoup d'écoles dans lesquelles nous pouvons envoyer nos jeunes sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an.
Et en plus, après ça, il faut leur payer des stages, il faut les années sont plus longues. C'est très très lourd pour des parents. Et si vous avez 2 ou 3 enfants en âge d'être à l'université, c'est hors de prix. Vous avez l'inégalité, bien sûr, médicale, parce que la France est privilégiée à cet égard et le niveau moyen de traitement est remarquable. Mais dans la plupart des pays du monde, ça n'est pas du tout le cas. Même en Russie, qui pense être un pays avancé, il faut amener des médicaments à l'hôpital parce qu'il n'y en a pas, etc. Donc, l'inégalité, c'est quelque chose qui est vraiment ne va pas nous quitter, ne va faire que croître et embellir. Mais cette préoccupation-là, elle va évoluer au XXIe siècle, mais je crains que ce ne soit pas très rapide. Et donc, nous avions en dernier Humanexit. Ah bah oui, en dernier. Alors, Humanexit, si vous achetez mon livre, il faut lire le chapitre parce que je ne peux pas tout vous raconter. Mais c'est simplement une étude qui a été faite par des scientifiques, un groupe de scientifiques qui se sont dit, ben voilà, si demain, il n'y avait plus d'humains, pas plus d'humains, tout le monde est mort dans la nuit parce qu'il y a eu un virus soudoyant. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, ça décrit de manière intéressante, période par période. Au bout de quelques semaines, les grands animaux vont manger les petits parce qu'ils ne sont plus nourris. Donc, ils vont sortir de leur cage et manger les plus faibles. Au bout de pas tellement longtemps, quelques mois, les centrales atomiques explosent parce qu'elles ne sont plus refroidies. Au bout de... etc., etc. Et alors, ça se termine par... dans 300 millions d'années, s'il y avait une nouvelle espèce qui se développait, il serait probablement impossible de savoir que nous avons existé. Donc, l'hypothèse de base n'a aucune chance de se produire. Il n'y aura pas de jour ou de nuit où tous les humains disparaîtront à la fois. Mais dans cette étude de la fin de l'humanité, parce que c'est une possibilité, et je peux vous donner 15 raisons qui feraient qu'on peut imaginer la fin de l'humanité, vous avez 2 scénarios, et ils sont préoccupants. C'est la catastrophe ou c'est l'annihilation. L'annihilation, ça serait, imaginons un virus qui tuerait tout le monde. Imaginons une guerre atomique tellement atroce que le nuage atomique tuera tout le monde. C'est très, très peu vraisemblable. En revanche, quand on interroge quelqu'un comme Jacques Attali, on lui dit comment tu vois l'avenir, il dit bon ben, vu les forces en présence et les difficultés politiques, je pense que dans les 30 ans, il y aura une guerre atomique, mais sérieuse, et qu'il y aura 2 milliards de morts. Mais après, ça ira. Sauf que si vous avez imaginé 2 milliards de morts, aujourd'hui, s'il y en avait 2 millions dans le monde, ça ferait déjà une commotion totale. La planète, avec 2 milliards de morts, c'est plus la même humanité. Nous régressons forcément au Moyen-Âge et antérieurement. Donc, il y a aussi la détérioration possible de la situation de l'humanité. Je n'ai pas insisté beaucoup ce soir sur toutes les raisons d'être pessimiste. Si vous voulez le savoir et si vous avez cette curiosité, que je ne qualifierais pas de malsaine, mais au contraire de réaliste, je vous incite à acheter mon livre parce qu'après tout, j'ai fait l'effort de les rassembler. Mais je vous liste simplement les 15 possibilités les plus évidentes. Réchauffement climatique, on en a parlé. C'est pas réglé. Surpopulation. Là, je suis optimiste parce que je pense que comme on va éduquer les femmes partout et comme déjà dans les pays d'Europe c'est en train de diminuer, on va probablement avoir un pic de population au cours de ce siècle et qu'après, de manière naturelle, ça peut diminuer. Pénurie d'eau potable, difficile parce que localement, ça crée des situations impossibles. Épuisement des poissons, il n'y aura plus de poissons. Bon, ben, on mangera des produits synthétiques. Famine, il y en aura de moins en moins. Et ça, c'est déjà un progrès. Désertification, ben, ça fait partie du réchauffement climatique, etc. Migration incontrôlable. C'est le problème avec lequel nous allons avoir à vivre
probablement pour l'ensemble des décennies à venir, au moins pour 40 ou 50 ans. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ça n'irait pas au-delà tant qu'il y aura ce décalage et ces inégalités. Terrorisme. Alors le terrorisme a comme inconvénient, c'est qu'il monopolise beaucoup les médias et il crée une atmosphère de vie sous l'inquiétude. Mais en même temps, en nombre de victimes, c'est très limité. Donc ça va simplement, la conséquence, c'est qu'on va avoir et qu'on a déjà une société de beaucoup plus de contrôle, de beaucoup plus de rigidité, de beaucoup plus de méfiance. Et ça, c'est plus psychologique qu'autre chose. Et puis, dissémination des armes de masse, il ne faut pas oublier qu'il est toujours possible, on a souvent dit que si demain il y avait un terroriste qui disait voilà, je suis à Manhattan et j'ai une bombe atomique portable et je peux l'activer parce que je suis dans un autre pays, si vous ne faites pas ça et ça, c'est pas totalement de la science-fiction, nous le savons. Voilà. Bref, je n'ai pas prononcé pour le moment et je ne le ferai pas davantage parce que la soirée c'est cool, mais on fera un jour une autre conférence. Il y a devant nous, en particulier, tout le problème qui est lié à la transformation de l'intelligence artificielle, des progrès fulgurants de l'accumulation des connaissances au-delà de capacités humaines de le faire. Et ça peut provoquer ce qui est une des craintes possibles, c'est que les machines prennent le contrôle de la situation. Arrêtons-nous là. Oui. Pardonnez-moi, monsieur, je vais vous donner le micro parce que... Non, ne parlez pas encore, merci. Oui, simplement là pour répondre un petit peu, face à la montée en puissance justement de cette nouvelle technologie, les droits de l'homme, que deviennent-ils dans tout ça? Ou est-ce qu'ils vont peut-être prendre ça en compte parce que face au transhumanisme, on est dans un remodelage un peu de la figure humaine de l'humanité, non? Les droits de l'homme, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire là-dessus ou pas? Ça fait partie de mes préoccupations. J'ai créé il y a 10 ans Human Rights Watch en France. Les droits de l'homme, c'est un immense progrès conceptuel qui s'est concrétisé ici même, au Palais de Chaillot, en 1948, par le vote à l'ONU, c'est sans précédent, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a été une des conséquences positives de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a un peu rebattu toutes les cartes et qu'on a dit avec tout ce qui s'est passé, il faut au moins avoir des ambitions communes sur un progrès pour les humains. Et c'est amusant d'ailleurs de penser que à l'époque, c'est un Français qui était un de ceux qui étaient à l'origine de ça, qui s'appelle René Capitan, qui est un ami de mon père, et qui est celui qui a dit au dernier moment, il faut ajouter universel. Et c'était donc devenu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors une déclaration, ça ne fait pas une situation, ça ne suffit pas. Mais c'est un peu la nouvelle religion, je dirais. Car finalement, si vous prenez les principes de base du judéo-christianisme et que vous enlevez l'hypothèse incertaine de l'existence d'une divinité, il vous reste au fond le fondement de la morale qui sont le respect humaniste des autres, et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors on a eu des périodes depuis contrastées parce que pendant les années qui ont suivi, vous aviez à l'ONU en permanence le bloc communiste qui disait mais nous sommes pour les droits de l'homme, mais ce sont les nôtres. Voilà notre définition des droits humains. Et M. Wyszynski faisait à cet égard des déclarations tonitruantes, y compris dans ces lieux. C'était pas commode. Alors, après ça, les communistes se sont effacés de l'histoire. Ils sont tombés dans les poubelles de l'histoire, comme disait Trotsky. On s'est retrouvé maintenant avec la conférence islamique. Et la conférence islamique qui regroupe avec puissance tous les pays à l'ONU, tous les pays d'obédience musulmane, a également sa définition des droits humains qui est la charia, qui est plus ou moins reliée à la charia. Donc, sur le plan théorique, déjà, c'est difficile d'arriver à maintenir le cap et on nous dit, oui, vous les Occidentaux, vous pensez que vos droits sont universels, mais après tout, chacun a ses coutumes. Bon.
ce qu'on disait toujours dans le temps pour expliquer que le monde était divisé. Aujourd'hui, la principale menace sur les droits humains, j'y ai fait allusion, c'est évidemment le fait que c'est un peu contradictoire avec la mondialisation financière. Si on veut donner priorité à la réalisation des objectifs financiers et du commerce mondial, eh bien, quelquefois, il ne faut pas être trop insistant sur les droits humains. La principale menace aujourd'hui, elle est là. En revanche, on continue à les enseigner et il continue à y avoir des organisations comme Human Rights Watch qui, de plus en plus, sont là pour un peu rappeler au règlement, un peu faire connaître toutes les exactions qui ont lieu. Et ces exactions, les médias, dans la mesure où les médias veulent bien les relayer, ça permet d'avoir petit à petit une espèce d'éducation ou de mauvaise conscience. Nous sommes là pour donner mauvaise conscience. C'est un rôle tout à fait important dans l'évolution de la planète actuelle. Donc, l'histoire des droits humains, elle est fluctuante. De temps en temps, ça va mieux. De temps en temps, ils sont attaqués. Ils ne seront jamais laissés en repos parce qu'ils sont contradictoires avec beaucoup d'aspirations individuelles qui s'en passeraient bien. Donc voilà, ça fait partie de ce qui fait travailler l'humanité et je pense aussi fait progresser l'humanité. Merci beaucoup. Il y a 2 autres questions, pardonnez-moi. Ah ben alors. Est-ce que je peux les porter un code ici? Madame Merci. ici et monsieur. Est-ce que dans cette grande thématique de l'humanité, vous parlez de l'amour? De là? L'amour, L', amour. Ah, c'est pas dans mes sujets, c'est vrai ça? Je ne vous parlerai pas de l'amour romantique parce que c'est effectivement quelque chose qui comment dirais-je, qui peut se théoriser, mais franchement, le mieux, c'est de le vivre, en bien et en mal d'ailleurs, quelquefois. En revanche, quand on parle des droits humains, quand on parle de l'humanisme, on est dans la prise en considération des autres. C'est une forme d'amour qui peut prendre une forme de tolérance, qui peut prendre une forme d'empathie, qui peut prendre simplement en compte le fait qu'aucun d'entre nous ne pourrait vivre seul sur cette planète, que notre existence propre à chacun, contrairement à ce que l'individualisme nous a fait croire, est entièrement et nécessairement lié au fait de l'existence de l'autre. Alors, on peut appeler ça de l'amour, on peut appeler ça de la sympathie, ce que vous voulez, mais tous les sentiments qui font qu'on prend l'autre en considération et qu'on a envie plutôt de lui faire du bien que de lui faire du mal, ce sont des variantes d'amour à mes yeux. Dernière question. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre conférence et j'ai ressenti la difficulté même que vous avez eue à aborder cette problématique de l'humanité, apothéose ou cataclysme. Apocalypse. Je ne sais pas si je reprends le bon titre. Apocalypse. Apocalypse. Donc, je pense que c'est effectivement, globalement, un sujet extrêmement complexe et difficile à aborder de manière synthétique ou même analytique. Mais j'ai juste une chose à dire, c'est qu'il y a eu un oubli dans ce que vous avez dit au début de votre conférence, à savoir que nous avions eu 70 ans de paix en Europe. C'est faux, puisqu'il y a eu la guerre en Yougoslavie, dont tout le monde se souvient et qui n'est pas si ancienne que ça, qui remonte à une vingtaine d'années. Mais peu importe, ça c'est une parenthèse. La question que je voulais vous poser, c'est une question particulière. J'ai le sentiment que nous vivons dans un état de guerre permanent en France et puis dans d'autres pays d'Europe et même aux États-Unis, disons dans le monde entier, même sur le continent asiatique, mais particulièrement en Occident, en Europe et aux États-Unis, état de guerre permanent à cause du terrorisme sans visage, difficile à nommer, à la fois présent et absent, masqué, le terrorisme, les attentats qui peuvent arriver n'importe où et n'importe quand, et qui créent un état, un nouveau sentiment de guerre après les 2 guerres mondiales que nous avons vécues. Donc il y aurait comme un état de guerre permanent qui travaillerait
une espèce d'inconscient collectif des Français, des peuples, et notamment de la France. Et ça, c'est un problème, justement, et ça rejoint votre thème des menaces, c'est-à-dire que ces attentats ne sont pas prévisibles, échappent à toute prévision, à toute anticipation. Et donc, comme les guerres, les 2 dernières guerres n'étaient pas prévisibles, ces attentats terroristes ne sont pas prévisibles. Ils sont l'émanation de pays souvent totalitaires, de dictatures, et cela, évidemment, est très, très préoccupant pour l'humanité. Alors, monsieur, je vais vous laisser, au fond, conclure avec votre thèse cette séance. C'est une thèse. Ce n'est pas la mienne à aucun moment. Nous ne sommes pas en guerre. Le terrorisme n'est pas la guerre. On a oublié ce qu'est la guerre. Moi, je n'ai pas fait la guerre. Je ne sais pas si vous l'avez faite. Mais j'ai vécu avec des gens, mes aînés, mes parents, qui ont fait la guerre. Je peux vous dire que ça ne ressemble pas à ça. Parce que là, il y a un ennemi, il est en face de vous, et les gens vont par milliers se faire tuer. Pendant la bataille de Verdun, c'était 2500 morts par jour pendant 9 mois. En France seulement, en Allemagne aussi. Donc, le terrorisme, c'est 500 personnes au cours des 10 dernières années qui ont été tuées. Il y avait 50 000 morts d'accidents de la route. Nous ne sommes pas en guerre, heureusement. Nous sommes dans une situation où il peut arriver des drames. Mais il peut arriver des drames de toute nature. Il se trouve que c'est très désagréable de penser qu'il y a des gens qui ont envie de vous tuer et qui vont peut-être à n'importe quel moment aux Champs-Élysées, dans ce palais, n'importe où, se faire exploser. Mais c'est psychologiquement difficile, mais c'est beaucoup moins grave que lorsqu'il y avait une épidémie de peste ou de famine et que les gens mouraient par milliers. Donc, je ne m'obsède pas sur cette question du terrorisme, mais je ne conteste pas que vous puissiez le faire parce que c'est un argument politique qui peut servir. Mais dans le monde entier, malheureusement, seule exception que je ferai, c'est les pays musulmans. Parce que dans les pays musulmans, le terrorisme, c'est 20 fois plus que ce que nous connaissons en Europe. Donc, malheureusement pour eux, c'est entre eux que ça se passe. Voilà. Mais je comprends que vous puissiez avoir cette préoccupation. Je crois qu'elle est en grande partie créée par l'obsession médiatique de mettre en valeur immédiatement le moindre incident dans ce domaine. Je suis journaliste et je trouve que les médias en font trop dans tous les domaines. Voilà.